Ça fait 5 ans que les investisseurs dans Adobe se mordent les doigts avec une sous-performance assez nette par rapport au S&P 500, moins 32% sur les 5 dernières années contre plus 99% pour l'indice de référence en 5 ans. On va deep dive dans Adobe dans cette vidéo pour bien comprendre tout le business qu'il y a derrière et surtout voir est-ce que ça peut être une opportunité ou pas, parce qu'on a une action qui baisse alors que les chiffres d'affaires battent des records tous les ans et c'est une boîte qui continue de grossir à plus de 10-11% par an. Donc la méthodologie d'analyse qu'on va utiliser, c'est celle du triptyque boursier, c'est celle que j'utilise pour toutes les actions que j'ai en portefeuille et qui me permet de surperformer les indices. Donc on va commencer par analyser les chiffres, ensuite on va analyser le business, puis on finira par la valorisation. Donc on a quand même un bon petit paquet de choses à voir concernant Adobe, ça va être très intéressant. Comme d'habitude, si vous voulez recevoir la mind map, enfin tout ce document ici d'analyse, envoyez-moi Adobe à guillaume@financeoptimale.com pour recevoir tout le document d'analyse, donc toutes mes notes, toute la présentation. Alors on va commencer par les chiffres. Pourquoi je fais toujours les chiffres en premier dans la méthode d'analyse? C'est parce que c'est la chose qui prend entre guillemets le moins de temps, là où on passe le plus de temps, c'est en général analyser le mode et la solidité de ce mode. Et on ne va pas s'amuser à perdre du temps à analyser le mode d'une entreprise si on se rend compte que dès les chiffres, ça ne va pas. Donc commençons par les chiffres pour Adobe. Avec mon algorithme que j'utilise pour noter chacune des actions, eh bien, on a une note de 85%, ce qui est excellent. Quand c'est au-dessus de 70-75%, je considère qu'on peut passer à l'étape suivante. Ce qui est assez marquant ici, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. On a une belle croissance à 18% par an pendant les 10 dernières années. Bénéfice par action, 29% par an. Free cash flow, 22% par an. Donc, très, très belle croissance avec un cash conversion supérieur à 100%. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie, il y a plus de 100% des net income qui sont convertis en cash. Donc, c'est très bien. On est une société qui est très peu endettée avec une note de 95% ici. Donc, là-dessus, c'est très bien. On a également des marges opérationnelles supérieures à 30%. Magnifique. ROIC supérieur à 20%. C'est très bien aussi. Le ROCE également. Le CAPEX par rapport au cash flow opérationnel est très faible, 2,8%. Donc, c'est magnifique aussi. Les compensations salariales sont légèrement élevées, c'est pas dramatique, mais elles sont un peu élevées avec 24%. Et on a une entreprise qui fait des rachats d'actions et qui plus est des rachats d'actions assez malins parce qu'on a une moins 4% d'actions en circulation sur l'année. Donc ça veut dire que la valorisation est potentiellement assez faible en ce moment. Quand on rentre un peu plus en détail dans les chiffres, il y a des choses qui me turlupinent. La première, c'est la divergence entre les revenus et les coûts. La croissance du chiffre d'affaires par le segment subscription, en Q3 2025, a augmenté de 11%, alors que le coût de ces mêmes revenus, subscription, ont augmenté de 23%. Donc ça veut dire que les coûts d'infrastructure IA explosent 2 fois plus vite que la croissance du chiffre d'affaires. Cette dynamique compresse inévitablement le levier opérationnel, transformant Adobe d'une entreprise asset light à une structure intense en capital. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On a une marge brute qui certes affiche à 89% et en croissance. On va aller la regarder ici. Si on se retrouve dans les financials de l'entreprise, on peut voir que son margin, elle est également très très bien notée. Si on regarde l'évolution des marges du gross profit margin, donc de la marge brute, c'est excellent. On est passé à 89%. On est sur quasiment les plus hauts niveaux depuis 2008-2009. Donc très très beau niveau de marge. Pareil, en trimestriel, c'est stable et ça continue l'ascension. Mais quand on rentre plus en détail dans ce qui compte vraiment pour l'entreprise, et ce qui compte pour cette entreprise, c'est la partie subscription, c'est là où il y a le plus, et bien la marge brute passe de 92 à 91%. C'est pas dramatique, mais c'est une des premières années où c'est comme ça. Si ça continue comme ça, donc avoir un coût de revenu pour la partie subscription qui augmente 2 fois plus vite que le revenu des subscriptions, ça veut dire que les marges vont continuer à se compresser, vont continuer à baisser. Et ça, c'est tout en haut de la pyramide. Donc, à moins qu'ils trouvent des moyens d'être encore plus bons opérationnellement, ça commence à sentir pas terrible de ce point de vue sur les chiffres. Sinon, sur le reste, tout est globalement bon. Quand on regarde l'évolution des bénéfices par action, on peut voir qu'on est sur une entreprise qui évolue de façon relativement stable. C'est très bien. Ce que j'apprécie aussi sur les rachats d'actions, on va aller les regarder, c'est qu'on a des rachats d'actions, je trouve, intelligents.
Okay, si on regarde les actions rachetées et qu'on compare ça au price sur free cash flow, c'est fait quand on a des prices sur free cash flow faibles. Là, on est à 13,86, qui est un des plus bas niveaux que l'entreprise ait connu. Et là, on a les plus gros rachats d'actions qui n'ont jamais été faits, 11 milliards. L'année d'avant, 9 milliards, et ça a été surtout fait en fin d'année quand l'action était quand même très basse. 2022, lors de la belle baisse, eh bien, on a eu 6 milliards et demi. Donc, on a des records de rachat d'actions à chaque fois que l'action est quand même basse. Et donc, ça, c'est un bon signe, c'est assez smart du management de faire ça. Ça montre qu'ils pensent que l'entreprise est potentiellement sous-valorisée. On va passer, donc pour les chiffres, il n'y a pas grand-chose à voir qui est dangereux, si ce n'est de bien garder en tête cette divergence entre la croissance des subscriptions, le chiffre d'affaires des subscriptions, et la croissance du coût des revenus, qui est bien supérieur, et donc à voir jusqu'où les marges baisseront. Si les marges baissent et que ça s'arrête à 85-90%, pas très grave. Et si ça passe en dessous des 80%, si c'est une tendance qui continue comme ça risque de beaucoup endommager le business parce que c'est la partie la plus importante. Donc, on va se concentrer maintenant sur le business. Que fait Adobe? C'est une entreprise qui fournit des services et des logiciels de création de contenu, de gestion de documents, de marketing numérique et de publicité aux professionnels de la création et aux spécialistes du marketing afin de leur permettre de créer, gérer, diffuser, mesurer, optimiser et exploiter des contenus attrayants sur plusieurs systèmes d'exploitation, appareils et supports. La société opère dans 3 segments, la création de contenu multimédia numérique, l'expérience numérique pour les solutions marketing et l'édition de produits traditionnels, mais c'est moins de 5% du chiffre d'affaires. Donc en gros, c'est réparti en 2 gros segments, digital media environ 70-75% et digital experience environ 25%. Ok. Donc la stratégie 2025 pour la partie digital media, c'est la segmentation standard contre pro, où ils ont pu augmenter les prix. Ok. Donc, les abonnés, ils payaient un certain prix, mais en passant, ils ont mis ce truc où, si tu es un professionnel, un peu comme iPhone 17, iPhone 17 Pro, pour les pros, ils ont pu augmenter les prix. Le joyau caché, on va dire entre guillemets, de ce digital media, ça va être cet assistant IA qui transforme le PDF statique en data. Et donc, grâce à ça, cette lecture et cette optimisation sur les PDF, pour la petite info, Adobe, c'est l'entreprise qui a créé le PDF de base. Le format PDF, ça a été créé par eux. Ils ont plein d'autres formats, le format PTX, le format, pas PTX, mais Photoshop, etc. Dans la partie Digital Experience, la cible, ça va être les CMO et les CIO. Donc, ça va être de l'analytics, du commerce avec Magento, Marketo, transition de outils via plateforme unifiée. Le focus stratégique, c'est l'orchestration de l'expérience client. Verrouillage, je viens de donner l'idée, c'est qu'il soit sur toute la chaîne, disons, de création, que ce soit du tout début jusqu'à la fin. Dans la partie analyse SWOT de l'entreprise. Ce qu'on va pouvoir voir dans les forces, c'est un coût de changement pour les clients qui est élevé. Des millions de professionnels sont formés à la suite Adobe. Ce serait trop long et coûteux de refaire leur formation. Okay. Pareil pour les universités. Plein d'universités dans le digital ont basé tous leurs programmes autour de la suite Adobe. Et c'est une sorte de certification. Je suis certifié pour être capable d'utiliser Photoshop, Lightroom, After Effects, etc. Donc, il y a quelque chose de très, très ancré là-dessus. Ça va être très compliqué de sortir de ça. Alors, en autre force, c'est la stratégie Adobe One qu'on parlait juste avant. C'est la capacité d'offrir une solution de bout en bout, création, gestion, analyse, unique. Aucun autre concurrent n'offre la pile complète. C'est-à-dire qu'on peut avoir Canva pour quelque chose, Figma pour une chose, mais Adobe, c'est les seuls à pouvoir offrir tout le processus. Donc, dans un monde inondé de contenu, il y a la valeur migre de la création, de la gestion et la distribution. Adobe est le seul acteur à posséder la chaîne complète. Donc, on passe de la planification avec Workfront, création avec CC plus Firefly, gestion l'AEM Asset, activation, expérience plateforme et l'analyse SEMrush plus Analytics. Ok, surtout avec l'acquisition de SEMrush qu'ils ont fait récemment. Donc, le switching cost devient de plus en plus élevé grâce à ça. Ils ont également une échelle de recherche et développement qui est inégalée. Ils investissent près de 4 milliards de dollars par an. Cela leur permet de développer et d'entraîner des modèles IA propriétaires comme Firefly sur des données licenciées, une capacité de licencier, capacité que les startups ne peuvent pas égaler sans des risques massifs. Ok. Donc, on a également la stratégie de sécurité commerciale, qui est bien. Donc, si on compare avec les journées OpenAI, etc., pour les données d'entraînement, Adobe Stock, donc ils détiennent les droits et domaine public.
pour Midjourney OpenAI, scrapping Internet, c'est une zone grise juridique. Là où pour Adobe, c'est conforme. Les risques juridiques pour le client, pour Adobe, l'indemnisation IP est incluse. Là, par contre, c'est responsabilité pour les utilisateurs quand on utilise Midjourney ou OpenAI. Donc là, ça fournit la bonne sécurité, surtout pour les entreprises qui sont dans le Fortune 500. Intégration workflow, c'est native avec Photoshop Premiere. Là, pour les autres, c'est Discord, Web pour OpenAI, etc. Donc, il n'y a quasiment pas de friction parce que c'est directement intégré dans le logiciel qui va être utilisé. Pour la qualité artistique, pour Adobe Firefly, elle est bonne, elle est commerciale, elle est bonne. C'est pas les meilleurs pour le moment, mais elle est bonne et ils sont en train d'améliorer ça fortement. Pour Midjourney OpenAI, elle est entre guillemets considérée comme excellente. C'est là où ils sont pour le moment un peu en avance, mais je pense pas que ça va non plus durer une décennie. Je pense qu'Adobe est capable de rattraper fortement. On a ce qu'on appelle le paradoxe de Jevon. L'IA baisse le coût de production unitaire. La demande de variation explose. Besoin accru d'outils de gestion Adobe. C'est ce qui se passe souvent dans la tech et tout ça. C'est qu'on a une solution. Au début, elle est compliquée à avoir. Une fois qu'elle est simple à avoir, on se dit qu'il va y avoir plein de concurrents. Non, finalement, c'est ceux qui sont déjà en place qui prennent le marché parce que ceux qui étaient en place, qui coûtaient cher avant, deviennent moins chers. Ça permet d'acquérir de nouveaux clients et ça, la demande, au lieu qu'il y ait moins de demandes, il y a de plus en plus de demandes et donc le marché grossit grâce à ça. Pour les faiblesses, la première, je trouve que c'est la courbe d'apprentissage et la complexité. Les outils professionnels sont notoirement difficiles à apprendre, laissant le marché présumé consommateur averti, vulnérable aux outils plus simples comme Canva. Et là, on peut le voir directement, la destruction de la demande de Canva dans le B2B. Le danger ne vient pas des amateurs, mais des départements non créatifs, donc la RH, les ventes, le marketing local, qui basculent vers Canva Enterprise. La simplicité devient une fonctionnalité prédatrice contre la complexité d'Adobe Photoshop, jugée excessive pour 80% des besoins courants. Donc on peut voir ici que Canva possède 46% du marché, et ensuite on va avoir Adobe et Microsoft légèrement inférieurs. Mais cette simplicité qu'on va avoir chez Canva, alors pour les équipes qui sont dédiées avec des créatifs, j'ai envie de dire, il n'y a pas de doute qu'ils vont utiliser Photoshop. Et c'est la solution, parce que c'est le plus adapté pour qu'ils puissent exprimer leur créativité. Mais quand tu es un mec comme moi, disons, quand tu es un mec comme un petit entrepreneur qui doit faire son flyer, un restaurant qui doit refaire son menu et tout ça, ils vont pas s'emmerder à payer des freelances, à payer des trucs ultra chers sur Photoshop pour qu'on leur envoie un truc Photoshop. Ils vont voir ce qu'il y a sur Canva, il y a plein de templates et ils arriveront à trouver ce qui est bien. Alors après, peut-être qu'ils auront un travail bien mieux fait s'ils passent par Photoshop et avec des professionnels, mais ça va leur coûter tellement plus cher que est-ce que c'est si rentable que ça? Pas sûr et certain. Ok. On a également la perception des prix élevés. Les coûts d'abonnement sont un point de friction fréquent pour les freelances et les PME. Les frais d'annulation, parfois jugés cachés, ont récemment déclenché des actions réglementaires. On va en parler un petit peu après. Il y a des problèmes autour de ça. On a également la dette technique. Ce que c'est la dette technique, en gros, c'est que à la base, Adobe Photoshop, c'était pas des cloud native, c'était des logiciels qu'il fallait installer. Maintenant, c'est des cloud native. Donc, il faut tout remigrer, tout transférer. Il faut adapter les codes sources vieux de 30 ans pour le web et à l'ère de l'IA collaborative est techniquement lourd par rapport à des concurrents cloud native partis d'une page blanche. Donc ça, c'est un truc important à comprendre. On a une sorte de fatigue tarifaire et complexité cognitive qui entre de plus en plus. Premièrement, la taxe pro. Le rebranding forcé en Creative Cloud Pro avec des hausses de 18% à 31% des services. Pour beaucoup, c'est une taxe de monopole sans valeur ajoutée réelle. Rupture de confiance. Le Net Promoter Score s'effondre. Les termes prédateurs et agressifs dominent les forums utilisateurs, créant une élasticité de prix dangereuse. Et on a également une friction mondiale. La gestion des crédits génératifs et la complexité des offres contrastent avec la simplicité radicale des concurrents modernes. Et oui, parce que là, ils vont devoir ajouter les nouvelles formes de tarifs avec l'IA et tout ça, sous forme de crédit. Donc, d'un côté, ils se disent, ça pourra nous permettre de monétiser au mieux nos IA, mais d'un autre côté, ça ajoute de la friction et de la complexité dans la tarification. Les opportunités qui s'offrent à Adobe. La première, ça va être la monétisation de l'IA générative. Expansion des sièges. L'IA abaisse la barrière d'entrée, élargissant potentiellement le TAM, donc le Total Addressable Market, des professionnels créatifs aux travailleurs du savoir. Deuxièmement,
Modèle de consommation, avec les crédits génératifs, Adobe peut facturer les utilisateurs intensifs d'IA au-delà de l'abonnement fixe en créant un nouveau flux de revenus. On va avoir également la chaîne logistique de contenu. GenStudio représente une opportunité massive de capter des budgets marketing plutôt que seulement les budgets IT créatifs. L'intelligence documentaire, l'IA dans Acrobat transforme le PDF d'un format de visualisation statique en une couche d'interaction de données dynamiques, justifiant des hausses de prix et une adoption accrue dans les secteurs juridiques et financiers. On a également, grâce à l'acquisition de SEMrush, la transition vers potentiellement du SEO vers le GEO. Le GEO, en gros, c'est quand tu vas sur Google, tu tapes quelque chose, le premier site qui arrive, c'est du SEO. C'est d'optimiser au mieux ton site et ton contenu pour que sur certains mots-clés, tu sois affiché en premier. Le GEO, c'est plus ou moins pareil, mais pour l'IA. Donc, quand tu vas faire des recherches dans l'IA, tu voudrais que ta entreprise, ta marque, soit mise en avant par l'IA quand elle va donner une réponse, que ce soit l'entreprise, Jean-Marc, tout ça, tu vois, qui soit mis en avant et qui remonte quand quelqu'un va chercher des peintures. Okay, peu importe. Et donc, ils ont acquis SEMrush un petit peu dans cette optique de pouvoir optimiser ça au mieux pour 1,9 milliard. Donc, ce qu'ils auraient payé à peu près, c'est 77% de premium sur l'acquisition. Ça fait quand même beaucoup. Et c'est une acquisition qui me semble quand même assez compliquée à intégrer dans toute leur suite, dans tout ce qu'ils ont. Donc, à voir maintenant comment ils vont le faire. Mais la synergie peut être excellente, surtout dans cette optique, comme on a vu, de posséder toute la content supply chain. Mais ça ne me semble pas être non plus une acquisition très facile à intégrer. Okay, donc, le marketing de recherche traditionnel SEO, il mute vers le Generative Engine Optimization. Les marques doivent être visibles dans les réponses ChatGPT, Gemini, etc. Donc, la synergie produit, ça va être l'intégration de data SEMrush dans Adobe GenStudio, le créatif voit en temps réel quel mot-clé ou visuel performe pour les algorithmes IA. Donc là, le risque antitrust est quand même assez faible, donc ça peut créer une synergie intéressante. En revanche, du côté des menaces, on va voir les commoditisations par l'IA. Si les modèles d'IA deviennent suffisamment performants pour générer des actifs marketing finis avec de simples prompts, le besoin de logiciels d'édition complexes pourrait diminuer par le bas et le milieu de gamme. On a également des risques réglementaires et juridiques. On a cette action de la FTJ, la DOJ. Le procès concernant les frais d'annulation et de verrouillage des abonnements pourrait forcer Adobe à simplifier l'annulation, augmentant potentiellement le taux de désabonnement, le churn rate. En gros, ce qui se passe, c'est que sur certains produits Adobe, c'est vendu comme un abonnement mensuel, mais c'est pas précisé que tu vas être, que tu es engagé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc, c'est une casse-tête pas possible pour annuler son abonnement. Quelqu'un qui pensait que c'était juste un abonnement mensuel, il allait s'en servir pendant 1, 2, 3 mois et ensuite arrêter. Mais il se retrouve à être obligé de payer mois 4, mois 5, mois 6, mois 7, avec l'impossibilité d'annuler ça depuis son espace. Et il faut savoir que dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est obligatoire de pouvoir annuler directement dans l'espace du logiciel. OK ? Donc ça, par exemple, ça vient poser problème. C'est pour ça qu'ils sont à poursuite. Et visiblement, si ça dure aussi longtemps et s'il y a autant de poursuites, c'est parce que Adobe a vraiment un intérêt à ce que ils ne soient pas obligés de pouvoir mettre ça parce que leur churn rate va beaucoup baisser. Ils doivent avoir beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de personnes qui sont abonnées mais qui n'utilisent pas tant que ça les services. Et donc ça pourrait avoir un problème sur le chiffre d'affaires, surtout à l'heure actuelle. Il faut rappeler que le chiffre d'affaires augmente grâce aux augmentations de prix qu'ont fait Adobe et non grâce à de nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire la croissance des nouveaux utilisateurs est quand même assez faible. Et donc ça ferait qu'il y aurait potentiellement encore moins d'utilisateurs. Ça pourrait faire mal. C'est un procès qui... Je ne suis pas trop content de voir ça. On a également des risques réglementaires sur les droits d'auteur et l'IA. Bien qu'Adobe indemnise ses clients enterprise, le paysage juridique global concernant les données d'entraînement IA reste incertain. Une régulation stricte pourrait impacter le développement des modèles futurs. On a également l'obsolescence technologique, le passage de la création vecteur à l'ingénierie de prompt change la compétence fondamentale. Si Adobe ne parvient pas à posséder l'interface de prompt, il risque de devenir une utilité back-end plutôt que l'interface utilisateur principale. En gros, on aurait l'utilisateur principal qui va sur Midjourney, Gemini, ChatGPT, peu importe. Il va générer une image ou une vidéo et ensuite il l'emmène sur la suite Adobe pour faire des petits edits, des modifications. Mais ça veut dire que techniquement, s'il arrive à suffisamment bien prompter ça et avec quelques prompts, il pourrait ne pas avoir utilisé Adobe.
Ou alors l'inverse, et donc l'idée d'Adobe, c'est qu'ils puissent directement prompter dans Adobe pour avoir l'image et ensuite l'améliorer directement en interne et pas être obligé de passer par plusieurs services pour bien garder l'utilisateur. Donc quand on regarde le paysage concurrentiel, surtout pour 2025, la plus grosse offensive, c'est Canva, surtout avec l'acquisition qu'ils ont fait de Affinity, où ils ont créé cette offre un petit peu gratuite pour toujours. Donc en gros, Canva plus Affinity, ça fait une création grand public pour les PME qui est critique, ok? Fuite vers le haut, enterprise, intégration IA profonde, verrouillage écosystème, abandon du bas de gamme. Donc ça, c'est les réponses potentielles stratégiques pour Adobe. On va avoir Figma qui domine le marché de l'UX, design et prototyping. Donc ça, pareil, ils ont voulu les acquérir, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est une des cases d'Adobe où ils sont en retard sur ce marché. Ok, donc là, l'idée, c'est d'améliorer les fonctionnalités web de Photoshop Illustrator, de Collaborator Cloud. On a Midjourney et OpenAI pour la génération d'images. Là, par contre, le niveau de menace est assez moyen. Et Salesforce, pour ce qui est CRM et marketing data, où le niveau de menace est assez moyen. On a également le paradoxe de l'IA. C'est-à-dire, celle-là, c'est le procédé inversé de ce qu'on a vu juste avant, avec le paradoxe de Jevons. Là, on aurait un autre paradoxe, c'est que l'efficacité tuerait le volume. En gros, le modèle de revenu d'Adobe repose sur la vente de licences par utilisateur. Donc, l'IA crée un conflit d'intérêts fondamental. Gain de productivité, si Firefly permet de faire le travail 50% plus vite, les agences ont besoin de moins de graphistes juniors. Déflation des sièges, donc une réduction de 20% du professionnel créatif, nécessite une hausse de prix de 25% pour maintenir l'ARR constant. Donc, l'idée, c'est qu'il y aura une saturation. Le pouvoir de fixation des prix est déjà saturé, rendant cette équation impossible. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus augmenter les prix tant que ça tous les ans, parce qu'avec toute la concurrence qu'il y a, il y aura un point potentiellement de non-retour pour passer chez les concurrents. Derrière, c'est 56, grâce à l'IA et tout ça, on est 50% plus productif, même sur les outils Adobe, qu'on reste chez Adobe et qu'on est 50% plus productif. Au lieu d'avoir 10 juniors marketing dans sa team, 10 juniors créatifs dans sa team, graphistes, etc., on passe à 5. Parce qu'on peut faire autant de travail avec 5 personnes, on a moins de personnes à payer. Si on passe à 5, on a moins de licences par utilisateur. Et donc là, ça devient compliqué à augmenter, parce qu'à part l'augmentation des tarifs, il n'y aura pas grand-chose à faire pour continuer d'avoir ces utilisateurs. Donc ça veut dire que s'ils veulent survivre, et si c'est ce qui se passe et qu'ils veulent survivre, ils vont devoir trouver d'autres moyens de monétisation autres que le per site, qui était la grande révolution, entre guillemets. Avant, c'était tu payais ta licence pour le logiciel, ensuite on est passé sur des abonnements par site, donc par utilisateur. Et donc là, on pourrait passer à une autre forme, à voir comment ils vont gérer ça. Alors, les questions essentielles à se poser concernant l'entreprise, c'est est-ce que les produits sont essentiels ou facultatifs? Alors moi, je trouve qu'ils sont globalement aujourd'hui essentiels encore, mais certains deviennent de plus en plus facultatifs. Je pense qu'ils sont essentiels dans certaines niches. Ok? Je pense notamment, par exemple, au logiciel de montage vidéo pour tout ce qui va être cinéma, grosse production. C'est assez compliqué d'utiliser les outils gratuits, d'utiliser Osmoti parce que tout le monde est formé sur Adobe, etc. Mais on a certains logiciels qui deviennent de plus en plus facultatifs. Quels avantages compétitifs possède l'entreprise? Alors, il possède quand même le coût de changement qui est assez élevé, surtout pour la partie entreprise, un effet de réseau aussi. Maintenant, peut-être qu'il pourrait avoir du pricing power aussi un petit peu, mais jusqu'à où ça peut durer, quelles sont les limites? Quel est le potentiel de croissance à long terme? À l'heure actuelle, moi je le vois moyen, voire faible à cause de la concurrence. Tous les secteurs dans lesquels sont Adobe deviennent de plus en plus concurrents. Donc là, pour ça, moi je suis pas trop convaincu. Est-ce que l'entreprise risque de se faire disrupter? Oui. Le business en lui-même, alors oui, d'un point de vue global, mais le business en lui-même, non. La croissance future semble difficile à estimer, ce qui, en fait, pourquoi oui et non? Oui, ils peuvent se faire disrupter parce que quasiment chacun des segments peut avoir une problématique. Le truc, c'est qu'ils sont tellement en place qu'ils ne vont pas être disruptés du style, ils vont disparaître et plus être là. Je ne pense pas que ce soit une entreprise qui sera plus là. Par contre, je pense que c'est une entreprise où ce sera très compliqué d'évaluer la croissance et qui risque d'avoir des gros problèmes de croissance, tout simplement. Est-ce que le management est skin in the game? Alors globalement, oui, bien qu'il y ait quand même beaucoup de SBC qui viennent un petit peu nuire pour les actionnaires. Mais en règle générale, le management a quand même un bon... on peut le voir ici, rémunération fortement indexée sur la performance relative, obligation de détention d'actions très élevée, 20 fois le salaire pour le CEO, ce qui garantit un petit peu le skin in the game. On a également le CEO qui est là depuis plus de 15 ans, et le CFO, Dan Durn, qui a une bonne allocation
du capital. Est-ce que l'entreprise partage ses profits avec les actionnaires? Oui, surtout quand le multiple de valuation baisse, il n'hésite pas à faire de rachats d'actions. Donc, on l'a vu juste avant ici. Je remets un screen là où on a des rachats d'actions accélérés pendant les baisses de multiples de valorisation. Les points à suivre, à surveiller, qui je pense sont critiques pour le business. Okay. Le premier, ça va être la concurrence. Vraiment, parce qu'il y a plein de choses qui les attaquent, qui sont un peu attaquées de partout, notamment ici avec l'acquisition d'Affinity par Canva. On a Adobe CC qui est à $600 par an. Canva plus Affinity, c'est 0. Pas facile quand même de concurrencer ça, surtout pour les nouveaux utilisateurs. Pour les utilisateurs qui sont déjà là, ok, très bien, mais pour les nouveaux utilisateurs, pas facile. Ok, les conséquences, c'est que Canva assèche l'entonnoir d'acquisition d'Adobe par le bas, étudiants, freelance, PME, menaçant la base future. Ensuite, on a les autres matrices de menaces concurrentielles. On va voir Figma pour l'UI et l'UX, effet de réseau collaboratif, standardisation des équipes produits. Okay, là, c'est critique, c'est quasiment même perdu parce qu'ils n'ont pas pu faire leur acquisition et Figma, dans leur marché, possède quasiment 40% du marché. Donc, compliqué. On va voir Canva pour le marketing, les PME enterprise. Là, par exemple, c'est tellement peu cher, simple d'utilisation, pratique que là, pareil, c'est pas perdu, mais la concurrence est très élevée. OpenAI et Kling, là, pour les vidéos, pour le motion design et tout ça. Donc, le text to vidéo remplaçant le montage manuel et les stock footage. Donc là, il y a un risque qui est quand même élevé, mais Adobe, je trouve qu'Adobe peut encore trouver un moyen de s'en sortir et de venir contrer ça. Et ensuite, on a la menace de NVIDIA pour la production 3D et les pubs, pipeline propriétaire Omniverse contournant le Creative Cloud. Celle-là est un petit peu moins importante. Pour ce qui est des risques opérationnels qu'il faut noter, ça veut dire la rétention. Okay. S'il y a cette menace de la FTC avec les frais d'annulation, l'interdire les frais d'annulation et tout ça, on pourrait avoir une perte qui est évaluée entre 2 et 5% de l'AR global. Donc ça ferait très mal. La concurrence, donc quand on a Affinity, là par contre, elle est là, hein, donc elle est sûre à 100%. Donc là, compliqué d'acquérir des nouvelles choses. Les marges, les coûts d'interface, d'inférence et tout ça, on commence à voir cette contraction des marges brutes. On a vu juste en haut ici, avec les coûts des revenus qui augmentent 2 fois plus que pour le segment subscription que la croissance. Hein. Donc là, on commence à avoir cette compression de marge. Et ensuite, on va avoir la croissance. Étant donné que c'est sur les sièges, peut-être qu'on aura moins de croissance là-dessus. Donc, à voir comment ça va évoluer. Et pour le moat, globalement, à l'heure actuelle, il est un petit peu en danger, mais il y a pire. Okay, on n'est pas sur quelque chose de complètement scandaleux. Ce qu'on peut remarquer ici avec le moat, c'est qu'Adobe ne pourra pas continuer d'augmenter agressivement les prix pour maintenir de la croissance. Ensuite, pour ce qui est des rachats d'actions, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire pour éviter la destruction? Est-ce qu'ils ne peuvent pas mieux réallouer ce capital pour bloquer encore plus, pour mettre leur moat encore plus en sécurité, afin de se retrouver dans une situation beaucoup plus confortable? Est-ce qu'ils n'ont pas mieux à faire que ces rachats d'actions? Ou alors peut-être qu'ils sont ultra confiants, qu'ils savent qu'ils ne seront pas disruptés. Et donc là, les rachats d'actions sont très bien. Il faut noter aussi qu'il y a des bonus du management qui proviennent de la performance de l'action par rapport au Nasdaq 100. Donc ça veut dire qu'ils ont tout intérêt à faire beaucoup de rachats d'actions, parce que les rachats d'actions, en général, font monter les prix de l'action et ça permet de conserver une certaine performance en bourse. Donc le moyen, disons, de rémunération, les bonus, tout ça, font qu'il y a quand même une belle incentive pour le management à racheter des actions sans forcément que ce soit la meilleure décision pour l'entreprise sur du long terme. Si on doit essayer de prioriser ce genre de risque, dans les risques immédiats, ça va être la perte de l'hégémonie UX avec Figma. Okay, on a également CapCut qui domine la partie sociale, réseaux sociaux et montage vidéo entre guillemets facile, faisable sur le mobile, etc. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est déjà présent. À moyen terme, c'est la déflation de la valeur. Les coûts marginaux de création, abonnement à $60 insoutenable, transition forcée vers des modèles à l'usage. Et ensuite, le permanent, un petit peu tout ça, c'est la régulation avec confiance, donc les taux de la FTC, Adobe forcé d'être trop propre face aux concurrents Grey Hat, etc. Donc un scénario 2030 possible, hein, c'est à devenir le gestionnaire de conformité des Fortune 500, abandonnant progressivement la magie créative aux IA natives. Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter, de se concentrer sur les grosses entreprises, où c'est encore plus compliqué d'aller chercher autre chose. Hein, pour ces entreprises, c'est encore plus compliqué de sortir
de l'entonnoir. Une fois qu'on est à le prix, qu'on est client Adobe, etc., ça sera très compliqué de partir. Donc, je pense qu'ils doivent trouver des moyens de se focaliser là-dessus s'ils veulent avoir de la croissance à long terme. Et à cause de tout ça, on passerait potentiellement d'un business model asset light à asset heavy. Donc ça, c'est tout pour cette partie sur le mode de l'entreprise, sur ce qu'elle fait, les dangers qu'il y a derrière. Moi, je suis pas rassuré hein, quand je vois ça. En fait, on peut s'arrêter là sans la valorisation. Pour moi, là, Adobe, ça représente trop de risques. Il y a trop de risques de destruction. Encore, il y a des boîtes où on disait qu'elles allaient se faire disrupter par l'IA et j'étais pas trop convaincu. Tant pour Adobe, je pense pas qu'ils vont se faire disrupter, mais je suis pas convaincu qu'ils soient les mieux placés pour bien performer dans ce monde-là. Si on passe sur les valorisations, on va passer sur 3 valorisations, une négative, une neutre, une optimiste. Commençons par l'optimiste. OK, on garde le pire pour la fin, disons. Donc, si on regarde la croissance du free cash flow par action des 5 dernières années, donc c'est plus ou moins 12% par an, et qu'on se rapproche du PER médian des 30 dernières années, qui est autour de 24, eh bien, on aurait un CAGR de 20%. OK, c'est pas mal. Donc, ça, je l'ai fait avec Margin. Donc, c'est pas mal du tout. Hein, 20% de CAGR, ça pourrait dire que c'est sous-évalué. La fair value serait à $431. C'est maintenant, dans le scénario neutre, la croissance ralentit légèrement. Okay, la concurrence pèse et tout ça. Donc, le free cash flow, lui, le free cash flow par action, n'augmente que de 8% par an. On va viser donc un PER ajusté à ça aux alentours de 18, parce que avec 8% de croissance, c'est compliqué de viser 25% de free cash flow, c'est très élevé. Donc, on va viser un free cash flow par action plutôt aux alentours de 18. Enfin, un price sur free cash flow autour de 18. Ici, on aura un CAGR de 13,40. Voilà, donc, ça fait que l'entreprise, si ce scénario se produit, c'est possible, hein, ça laisse l'entreprise toujours sous-valorisée et intéressant pour entrer. Ici, la thèse est qu'Adobe ne sombre presque pas et maintient une croissance relativement stable. C'est-à-dire que quand je dis sombre presque pas, c'est que oui, ils vont connaître un ralentissement et une baisse, mais que ce ne sera pas dramatique non plus. Et on passe maintenant au dernier scénario, le scénario négatif. Là, on a une grosse perte de croissance. OK, l'entreprise devient vraiment mature. La croissance ralentit à seulement 3-4% par an. Le management compte donc uniquement sur les dividendes et les buybacks. On vise alors un price sur free cash flow de 15 pour ça. Donc là, avec 3% de croissance, free cash flow de 15, enfin le price sur free cash flow de 15, on aura un CAGR de $420 et une fair value à $212. C'est-à-dire qu'on pourra encore avoir une baisse de 33% en plus si ce scénario est amené. Je ne saurais pas mettre un pourcentage lequel a le plus de chances de se produire, honnêtement. Je ne suis pas devin là-dessus. Mais pour toutes les raisons que j'ai exposées aujourd'hui, pour moi, Adobe me semble être un pari un petit peu risqué à l'heure actuelle et je ne m'amuserai pas à entrer en position dessus. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Peut-être qu'il y a des points dans l'analyse que je n'ai pas mentionnés sur les choses à surveiller, sur les forces, etc. Quoi qu'il en soit, dites-le moi en commentaire. Je serais curieux de pouvoir vous lire si vous êtes investi sur Adobe ou pas. Ce sera toujours intéressant. Idem, envoyez-moi un email adobe@guillaume@financeoptimale pour recevoir tout le document d'analyse. Si vous souhaitez aller plus loin et apprendre la méthodologie d'investissement du triptyque boursier qui me permet de surperformer, vous pouvez rejoindre le club via le lien qui se trouve dans la description. Vous aurez jamais un appel avec moi et on discutera pour voir si c'est fait pour vous. Donc ça me concerne si vous voulez être capable de faire ce genre d'analyse, d'apprendre toute la méthodologie et surtout comment faire en sorte que cette analyse ne vous prenne pas 30 heures, que ce soit largement faisable quand vous avez un travail qui vous prend du temps déjà dans la semaine, ou alors si vous voulez simplement suivre mon portefeuille, mes transactions et mes recherches que je fais sur le marché et que je partage directement dans le club. Donc tout se trouve dans la description. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!